Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Lorsque je suis arrivé au fait, j'étais en train de dire qu'un constat s'imposait, que des observations s'imposaient avant même de rentrer dans la démonstration du mal fondé de ces infractions, en tout cas à l'égard du président Dadis. Et j'avais commencé par le constat de l'abandon de tous les chefs d'accusation de l'ordonnance de renvoi. Pourtant, c'est cette ordonnance-là qui vous lie. Pourtant, c'est dans cette ordonnance-là que vous êtes saisis de faits. Je ne parle pas de qualification, on en parlera. Que vous êtes saisis de ces personnes-là. C'est pour ça, en droit, on dit que vous êtes saisis in rem et in personae. Je disais par rapport au constat que les ministères publics ayant abandonné, cela devrait être acté pour nous. Et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des accusés ici présents. Monsieur le Président, la loi permettait pourtant au ministère public, s'il estimait que l'information n'avait pas été faite telle que voulue, ou de manière complète, de manière convaincante, pouvant lui permettre de mieux poursuivre avec des éléments qu'il faut devant vous contre ces accusés, de demander tout simplement un supplément d'information. Et dans ce cas-là, si vous accédiez à telle demande, un juge d'instruction aurait été saisi, ce juge d'instruction aurait approfondi de plus en plus l'information judiciaire, en répondant naturellement aux questions que vous prendrez le soin de lui poser, étant entendu que vous tiendrez bien sûr compte de la demande ou du contenu de la demande faite par le ministère public. En abandonnant, alors même aussi qu'il avait cette possibilité, le ministère public, sur ce point-là, reconnaît tout simplement sa défaite. On aurait bien aimé que de manière élégante, que le ministère public dise qu'il n'y a pas lieu à poursuivre du fait de toutes ces infractions, parce que, encore une fois, la loi ne l'oblige pas à poursuivre à charge. La loi lui permet également de poursuivre à décharge. C'est pour ça que le ministère public, en agissant ainsi, il abandonne toutes les charges retenues contre tous ces accusés ici présents. Il abandonne les chefs d'accusation à l'égard du président Dadis, les chefs d'accusation dont on a parlé tout à l'heure. L'autre inquiétude, c'est quand, n'insistant avec tous les moyens qu'il faut, je note des moyens non fondés en tout lieu, mais non fondés du début à la fin, mais nous nous demandons bien sur quoi le ministère public s'appuie. Puisqu'il a déjà démissionné de ces faits, nous sommes convaincus que relativement à ces faits, aucun
des accusés ici présents ne pourrait être retenu dans les liens de la prévention pour crimes constitués. Alors cela fait peur, cela fait douter de la méthode du ministère public. C'est sa méthode à lui, il est le seul responsable de cette méthode-là. Nous nous contentons tout simplement d'en discuter parce que cette procédure-là, elle est publique, elle est contradictoire. Mais un autre élément plus important, Monsieur le Président, en abandonnant et en insistant mort de cul sur la requalification, le ministère public ne tient pas compte de la qualité de chaque accusé renvoyé devant vous ici. Certains sont auteurs, des présumés auteurs, passez-moi l'expression, Monsieur le Président, Messieurs les juges, assesseurs, d'autres sont des présumés complices. Quelle sera la situation de cette qualité, puisque nous n'en avons pas parlé? J'en parlerai justement en parlant de la requalification. Parce que si vous n'êtes pas saisi de qualification, la question c'est, est-ce que vous avez le pouvoir de changer la qualité des personnes qui sont renvoyées devant vous? Est-ce que le complice pourrait devenir auteur par une baguette magique d'un tribunal criminel? Voilà le premier constat, le constat qui devrait être fait. Mais, comme je vous l'ai dit, des observations s'imposent également. Et plusieurs observations. La première série d'observations, Monsieur le Président, c'est que sur les chefs d'accusation reprochés au président Moussa Dadis Camara, même s'ils sont abandonnés par le ministère public et la partie civile, on peut la comprendre, sa mission première ici est d'ailleurs essentielle, est de défendre les intérêts des parties civiles en justifiant en quoi, de quel préjudice ils ont subi et comment l'évaluer et que demander par rapport à cette évaluation-là, en veillant à ce qu'il y ait une proportionnalité entre le préjudice subi et puis les dommages qui sont demandés. Mais donc, par rapport au président Dadis, sur les faits qui lui sont reprochés, on peut observer, premièrement, que le président Dadis est renvoyé devant ce tribunal criminel pour les 7 chefs d'accusation regroupés en 2 catégories, que sont la complicité et l'abstention délictueuse. L'abstention délictueuse. Mais parmi ces 2 catégories, la première regroupe donc des infractions qui sont des infractions dont la commission nécessite une action, un acte positif donc, et la seconde qui est unique, l'abstention délictueuse, une infraction dont la commission nécessite une inaction. Cela veut dire tout simplement que le président Dadis, par rapport à l'abstention délictueuse qui lui est reprochée, est resté bras croisés, n'a rien fait pour ou prévenir ou guérir ce qui est arrivé. Troisième observation, Monsieur le Président, toujours dans le cas de la première série d'observations, la commission de l'infraction par action de l'agent pénal. J'étais en train plutôt d'expliquer qu'en pareil cas, le ministère public avait donc l'obligation, dans ses réquisitions, d'indiquer par une démonstration juridique soutenue les actes matériels, les actes positifs posés par le président Dadis. Surtout que l'ordonnance de renvoi l'aide dans ce sens-là en évoquant des actes matériels que sont la provocation et la fourniture d'insurction. C'est-à-dire que dans le cadre de la complicité, en ce qui concerne le président Dadis, le ministère public devrait démontrer ici quel acte il a posé pour indiquer qu'il a fourni des instructions pour la commission
d'un meurtre ou d'un assassinat. Quel acte positif il a posé pour indiquer qu'il a été complice de la commission de faits qualifiés enlèvement, torture, séquestration? Quel acte il a posé pour démontrer que le président Dadis a été complice de faits qualifiés de vol à main armée? Mais ça se comprend, Monsieur le Président, puisque le ministère public a abandonné ces faits, c'est tout naturel qu'il n'indique rien par rapport à cela. On peut aussi ajouter, même si elle rentre dans la première catégorie, c'est-à-dire la complicité, que l'infraction visée au point 12, page 44. Cette catégorie d'incrimination est vague. Lorsqu'on dit que le président Dadis est poursuivi pour des crimes et délits, les crimes et délits ne constituent pas des infractions en tant que telles. Il faut que ça se comprenne. Les crimes et délits constituent des catégories dans lesquelles on peut insérer des infractions qui doivent avoir une qualification juridique bien déterminée. On peut dire que le vol est une infraction, donc c'est un délit. Donc le délit lui-même n'est pas une infraction, mais c'est le vol qui s'intègre dans ce délit-là, qui a une qualification juridique, qui devient une infraction. Donc cela n'existe pas. Chaque infraction a un nom, qui est sa qualification juridique. Et c'est cette qualification juridique qui lui permet justement de donner une place dans la typologie des infractions, selon que nous les catégorisons en tenant compte de leur gravité. On verra au bas de l'échelle la contravention, on verra à mi-chemin le délit, on verra au plus haut sommet le crime. Donc ça, voilà des observations qui sont faites. Dès lors, en l'absence, pour ce dernier point, d'un fait juridiquement qualifié d'infraction, ce tribunal ne peut être valablement saisi in rem. Mais on va y arriver. La deuxième série d'observations, Monsieur le Président, ça concerne la torture. Nous sommes le 28 septembre 2009. Alors nous sommes encore gouvernés par le Code pénal de 1998. Ce Code pénal ne prévoit pas une infraction, une incrimination appelée torture. Jamais. Le Code pénal de 1998 ne prévoit aucune incrimination appelée torture. Pourtant, l'ordonnance de renvoi qui vous saisit vise à tort la torture, alors qu'aucune infraction qualifiée n'existait dans l'arsenal répressif guinéen au moment des faits, au moment de la commission des faits répréhensibles. En tout cas, nous ne connaissons pas, et si le parquet peut bien le trouver, il nous indiquera les dispositions. Mais on ne peut pas en vouloir au parquet parce qu'il le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a abandonné ces faits. Cela viole donc la règle nullum crimen, nulla poena sine lege. Nul crime, nulle peine, sans test de loi. La troisième série d'observations, Monsieur le Président, c'est sur les autres chefs d'accusation non reprochés au président Moussa Dadis Camara. Le président Dadis n'est donc pas poursuivi et renvoyé devant ce tribunal pour meurtre et assassinat. Les personnes renvoyées pour ces chefs sont Cessé Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Aboubakar Sidiki, Di Toumba et Blaise Goumou. Le président Dadis n'est pas poursuivi pour viol ou complicité de viol. Le seul accusé ici, poursuivi pour le chef de viol, c'est bien
Mamadou Aliou Keïta. On a tellement parlé de viol de masse, mais on n'a que dans ce box des accusés une personne qu'on poursuit d'ailleurs à tort pour viol. Le président Dadis n'est pas aussi poursuivi pour enlèvement, torture et séquestration. Les personnes renvoyées pour ce chef d'accusation sont Paul Mansa Guilavogui, Moussa Teboro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui. Le président Moussa Dadis Kamara n'est pas poursuivi pour coups, blessures et violences volontaires. Les personnes renvoyées pour ces chefs d'accusation sont Marcel Guilavogui, Blaise Goumou, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Amadou Baldé, Cessé Raphaël Abba, Aboulaye Sherif Diaby et Aboubakar Diakité Ditumba. Le président Moussa Dadis Kamara n'est pas poursuivi pour pillage et incendie. Et d'ailleurs, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes, que personne ici, y compris le colonel Claude Pivi, personne ici n'est poursuivi pour pillage et incendie. C'est le président Dadis et le colonel Claude Pivi qui sont poursuivis pour complicité de pillage et d'incendie. Ça, c'est la page, le point 8 de la page 42. Vous comprendrez que cette infraction ne peut même tenir la route. Parce qu'on ne peut pas parler de complice en dehors d'un auteur. L'auteur pourrait être en fuite, mais au moins, la loi impose qu'il soit renvoyé, peu importe qu'il soit présent ou pas. Mais dans l'ordonnance de renvoi, personne n'est poursuivi pour pillage. Personne n'est poursuivi pour incendie volontaire. Ce sont le président Dadis et le colonel Claude Pivi qui sont poursuivis pour complicité. Et on ne sait pas où se trouvent leurs auteurs. On peut comprendre encore pourquoi le parquet a abandonné ses chefs d'accusation. Le président Dadis n'est pas aussi poursuivi pour vol à main armée. Les personnes renvoyées pour ces chefs sont Claude Pivi, Marcel Guilavogui, Alpha Amadou Baldé, Cessé Raphaël Abba, Blaise Goumou et Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Quatrième série d'observations, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, sur la saisine de ce tribunal criminel. En dehors de ces faits ou de ces chefs d'accusation et des 12 personnes renvoyées, il n'y a pas et il ne peut y avoir d'autres faits et d'autres personnes. C'est la saisine in rem. C'est la saisine in personae de votre juridiction. Dire qu'on va changer, dire qu'on va modifier les faits sans que ces personnes-là n'aient été entendues sur ces faits, c'est comme dire on va changer les règles du jeu pendant le match, pendant le jeu. Toutes les règles du jeu sont fixées avant le jeu et tout le monde va prêt. On ne vient pas dans un temple de Thémis pour s'entraîner. Nous espérons que le parquet n'est pas venu ici pour s'entraîner. Nous espérons que les partis civils ne sont pas arrivés là pour s'entraîner. Ici, on vient parce qu'on est bien formé. Ici, on vient parce qu'on vient jouer. On vient jouer pour gagner. On vient pour la victoire. Mais on ne vient pas s'entraîner. Mais on a comme l'impression que de l'autre côté, on est venu pour s'entraîner et qu'on a compris notre défaite. Et puis on dit, on vous laisse le tapis vert, marquez nos 3 buts. Mais nous irons au-delà de 3 buts. Nous marquerons au moins 11 buts pour chaque parquetier. Deuxième chose, toujours dans cette 4e série, le tribunal ne peut juger que les personnes renvoyées devant lui, dont le président Moussa Dadis Kamara. Seulement sur ces faits, pour les faits pour lesquels il est renvoyé devant lui, et seulement sur ces faits-là.
Je répète encore une fois, c'est la saisine in rem, parce que vous êtes saisi de fait. C'est la saisine in personae, parce que vous êtes saisi de personne. 5e série d'observations sur la qualité des personnes renvoyées. Chaque accusé a une qualité devant ce tribunal. Le président Moussa Dadis Camara est renvoyé pour complicité des chefs d'accusation que je viens d'énoncer et présumé auteur du délit d'abstention délictueuse. Chaque accusé a donc une qualité devant ce tribunal. Il n'est pas possible qu'on modifie cette qualité. C'est aussi le béaba du droit. Et je le dis parce que lorsqu'on vous demande la requalification et on demande une condamnation sans justifier que la personne soit condamnée ou pour complicité, parce que si on le dit, on dira de qui il est complice pour crime contre l'humanité. C'est du non-droit. Et nous devons déjà observer, faire ces observations avant même d'entrer dans la démonstration juridique de ce que ces faits ne sont pas constitués. La 6e série d'observations, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, c'est sur les limites de la saisine de votre tribunal criminel. La saisine de ce tribunal criminel se limite aux faits. La saisine de ce tribunal criminel se limite aux personnes renvoyées. La saisine de ce tribunal criminel se limite à la qualité de ces personnes renvoyées. Il en résulte que le tribunal ne peut ni créer, ni inventer d'autres faits. Il ne peut ni étendre son jugement sur des personnes autres que celles renvoyées, ni changer leur qualité pour transformer un complice, un présumé complice, en présumé auteur. Voilà, Monsieur le Président, les observations qu'il était nécessaire de faire. Et justement, après ces observations, il est donc important, mais important, de démonter au cas par cas les différents chefs d'infraction. Dans mes observations, rappelez-vous, je vous ai présenté 2 catégories d'infractions reprochées au président Dadis. Une catégorie d'infractions qui ne peut être commise que lorsque il y a une action, donc l'accomplissement d'un fait positif, et une autre catégorie d'infractions qu'on ne peut commettre que par inaction. Alors, pour une question de pédagogie et pour aller plus simple, je voudrais, avec votre permission, commencer par la catégorie d'infraction qui est reprochée au président Dadis, par laquelle on lui reproche de n'avoir rien fait. C'est bien l'abstention délictueuse. Peut-on reprocher au président Dadis de s'être volontairement abstenu par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ? Peut-on reprocher au président Dadis de s'être volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours? La base légale, le fondement juridique qui vous aidera, Monsieur le Président, se trouve dans
l'article 298. Je vais exactement faire comme la partie civile. Quelles sont les dispositions de l'article 298? Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs guinéens. Est puni de même peine quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Alors, l'abstention délictueuse, Monsieur le Président, c'est quoi? Comme d'ailleurs son nom l'indique, c'est refuser de poser un acte pour porter secours à une personne, pour porter assistance à une personne. Alors même que, si cet acte-là était posé, la personne n'aurait pas vécu les conséquences de cette infraction. Je rappelle, et Maître Pépé l'avait clairement indiqué, qu'il s'agit d'un délit qui, sur la forme, est déjà prescrit, puisque les délits, chez nous, se prescrivent en 5 ans. Dans cette affaire, l'ordonnance de renvoi a été rendue le 29 décembre 2017. Si les actes qui ont été posés pendant tout ce temps-là étaient des actes interruptifs de la prescription, qu'il ne faut pas confondre à des actes suspensifs, à partir de décembre 2017, aucun acte n'a été posé. Ce procès a commencé depuis longtemps. L'ordonnance de renvoi a été prise depuis très longtemps. Et avant la programmation, vous comprendrez qu'il s'est écoulé autant d'années pour prescrire l'action publique. À partir de là, sur le plan de la forme, cette infraction, l'action publique est prescrite à l'égard du président Dadis. Mais, Monsieur le Président, je voulais dire que nous sommes honnêtes, que nous n'attendons pas de nous protéger par un arsenal juridique et éviter de nous justifier, surtout que ce procès est public. C'est pour ça que nous allons démontrer que ces faits ne sont pas constitués à l'égard du président Dadis. Ces faits ne peuvent donc, pour lui, être opposables. Le président Dadis ne s'est pas abstenu, mais il n'est pas resté bras croisés. Mais il a plutôt pris des dispositions avant les événements, pendant les événements et après les événements. Nous faisons cette distinction, nous catégorisons ces éléments-là pour que la compréhension soit plus facile. Qu'a-t-il fait pour ne pas rester bras croisés avant les événements? Voici les dispositions que le président Dadis a prises. Sur le plan administratif, à travers
le ministre de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques, le MATAP, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir du président. Il avait été publié dans les médias, au nom du gouvernement, un communiqué demandant de surseoir à toute manifestation. Ce qu'on a transformé ici, dans cette salle d'audience, en interdiction. Alors même que le communiqué a été lu par une des parties civiles et demandait de surseoir. Mais, Monsieur le Président, n'était-il pas dans les pouvoirs du ministère en charge des partis politiques, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir du président, qui, une fois que ce pouvoir est délégué en sa qualité de délégant, les pouvoirs délégués sortent de son patrimoine et il ne peut plus être maître des prérogatives qui ont été sorties de ce patrimoine. Parce que tout simplement, le patrimoine du bénéficiaire de la délégation a été enrichi de ce pouvoir du président qu'il peut valablement exercer sans aucune entorse et de manière légale. Est-ce que lorsque le ministre du MATAP, en charge des partis politiques, prend un communiqué pour surseoir, cela n'est pas prévenir? Est-ce que cela n'est pas pour éviter que le meeting se tienne? Est-ce que cela n'est pas pour éviter que des personnes sortent ce jour-là? Et surtout, que le communiqué intéressait tous les territoires de la République. Parce que ce ministère, conformément aux instructions du président, voulait que la date anniversaire de l'indépendance, le 28 du référendum, soit respectée. Parce que ces gens-là avaient vu plus loin et n'ont pas voulu que ce jour-là soit sali, comme a voulu ou ont voulu les ennemis de la Guinée. C'est pour ça qu'une journée de recueillement a été donc décidée, journée de recueillement et de pardon. Qu'on me dise alors que ça ne fait pas partie des pouvoirs régaliens d'un ministre, parce que ça lui est confié par son président. Qu'on me dise alors qu'un président est dans l'obligation, si un ministre prend une telle décision, de l'amener à rapporter sa décision. Pourquoi alors on va dire que le président n'a rien fait, alors que sur le plan administratif, tel acte a vu jour? Tous les pays du monde sont gouvernés comme tels. Des communiqués interviennent, des arrêtés interviennent, des circulaires interviennent, des décisions interviennent pour surseoir tel ou tel, à partir du moment où ceux censés gérer le pays comprennent qu'il y a peut-être derrière des velléités qui pourraient ne pas être contrôlées. Est-ce que si ce communiqué-là avait été respecté, non pas pour respecter la personne du président Dadis, mais pour respecter l'autorité de l'État, les institutions républicaines, les ministères de la République, est-ce qu'on serait arrivé là? Est-ce qu'on peut dire que le président Dadis n'a rien fait? Certainement non. D'ailleurs, la partie civile, Dr Ben Youssouf, l'a reconnu ici, publiquement, et vous a dit, si on avait écouté, si on avait respecté l'autorité de l'État, si on avait respecté les sages conseils donnés par la notabilité, par les religieux, ce meeting ne se serait pas tenu. Mais on peut comprendre, puisque entre les partis politiques, entre les membres, d'autres avaient d'autres idées que les autres ne pouvaient pas comprendre. D'autres avaient donc été dupés. Et la question à se poser donc, c'est celle de savoir le droit
pour un ministre de prendre un tel acte ou de déclarer que tel jour est férié. Mais on connaît tous les jours des jours fériés en Guinée ici. Et il n'y a pas longtemps, un jour qui ne devrait même pas être férié a été déclaré férié par le ministre chargé de la fonction publique. Est-ce que cela cause un problème? Pourquoi c'est quand c'est le président Dadis? Pourquoi c'est quand c'est le gouvernement du président Dadis? Il y a problème à ce niveau. Voilà donc expliqué que sur le plan administratif, des actes ont été posés pour éviter cela. Est-ce que nous pouvons dire dans ce sens-là que le président Dadis est resté bras croisés? Non. Sur le plan religieux et moral, bien avant les événements du 28 septembre, vu le climat de violence entretenu, il ne faut pas qu'on oublie l'histoire de la Guinée. Baouri en avait parlé ici, sur les questions que je lui avais posées. Il avait reconnu qu'en Guinée, il y a une culture de violence politique depuis longtemps. Ça ne date pas du président Dadis, ça date depuis très très longtemps. On a connu les événements des 2 et 3 février 2007. On en a connu d'autres, on a connu des manifestations ici. Il le savait. Le président Dadis a pris le soin de mettre en place un comité de médiation. Ce comité de médiation était composé du grand imam de la mosquée Faisal, El Hadj Mamadou Salou Diallo, du premier ministre, Cabinet Komara, du ministre, El Hadj Moustapha Koutoubou Sano, de Mme Adja Saran Dalaba, représentant des anciennes ministres et anciennes parlementaires. C'était dans le but de sensibiliser toutes les forces de la nation. Et au cours de leur périple, ces sages ont fait le tour de tous les états-majors des partis politiques, le siège des sociétés civiles et des syndicats pour transmettre le message de la sagesse, pour les transmettre ces conseils-là et leur demander de surseoir. On ne leur demande pas de ne pas tenir des meetings. On ne leur demande pas de ne pas sortir. On leur demande tout simplement de surseoir et de respecter cette journée de recueillement. Tenez-vous bien, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs. Lorsque ces sages sont arrivés, chez feu Ahmed Tidiane Cissé, ancien ministre de la Culture et du Patrimoine historique d'Alpha Condé, qui représentait les partis politiques d'alors, la même doléance lui a été portée par cette délégation gouvernementale mise en place par le président Dadis pour sensibiliser toutes les forces vives de la nation à l'effet de les amener à surseoir à ce meeting. Voici la réponse à la délégation. Le feu Ahmed Tidiane Cissé a déclaré, je cite, « Nous allons bel et bien sortir, qu'il y aura des morts, mais nous allons sortir. L'ambassadeur de la France nous a dit que si vous ne sortez pas le 28 septembre, la France ne vous soutiendra plus. » Voilà un président d'un État souverain qui prend son bâton de pèlerin, qui en raison de ses charges met en place un comité de médiation composé du premier responsable du gouvernement, composé de religieux, composé de gens de confiance, qui va vers des partis politiques, qui va vers la société civile. Voilà ce qu'un représentant des partis politiques annonce. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, une personne qui a organisé, une personne qui a planifié, une personne qui a coordonné peut prendre de telles mesures? Comment est-ce que cela est possible? N'est-ce pas
un acte posé avant les événements, avant le meeting tenu au stade du 28 septembre pour éviter la commission des crimes dont on est en train de parler aujourd'hui. Encore une fois, tout a été monté pour faire partir le président Dadis, pour faire partir le CNDD, pour faire partir le gouvernement. Tout a été monté pour tuer des personnes et faire supporter cela par le président Dadis et ses proches. C'est pour ça qu'on vous parle d'attaque généralisée, mais j'en parlerai. C'est pour ça qu'on vous parle d'attaque systématique, sans vous définir l'attaque. On définit généralisé, on définit tout, mais on ne vous définit pas l'attaque. On ne vous dit pas de quelle attaque il s'agit. Le crime contre l'humanité n'est pas possible en dehors de toute guerre. C'est avant la guerre, pendant la guerre ou après la guerre. On va remonter dans le contexte, on oublie le contexte lié aux infractions. Mais nous en parlerons. Et c'est cela l'attaque. On me dira en quoi le pays était en guerre ou je ne sais quoi. Tout a été donc monté pour faire partir le président Dadis. Toujours, Monsieur le Président, sur le plan moral. Toujours sur le plan moral. La coordination des sages des 4 régions naturelles du pays a tenu les 19, 22, 26 septembre 2009 des réunions afin de mener des réflexions approfondies sur la crise sociopolitique qui se dessinait. Comme le comité de médiation, ces sages-là ont invité dans une déclaration du 26 septembre 2009, tout est dans les archives. Ils ont invité le CNDD, le gouvernement, les partis politiques, la société civile et les syndicats à s'abstenir de toute manifestation et de toute démonstration de force sur toute l'étendue du territoire. Mais cette fois, cela ne venait pas du président Dadis. Hein? Cela ne venait pas du président Dadis. Si on estime qu'à travers son ministre, un communiqué est pris, on ne respecte pas parce que c'est lui. Si on estime qu'un comité de médiation est composé de membres du gouvernement, on ne respecte pas. Mais au moins qu'on respecte cette notabilité. Là. Parce que cela venait de la notabilité de toutes les coordinations de nos régions. Ce sont des gens respectables. Doit-on parler vraiment de la place des religieux dans notre pays? Doit-on vraiment parler de la place des notables dans notre pays? Pour que ce tribunal comprenne, pour que tout le monde comprenne que le président Dadis a agi, qui n'est pas resté bras croisés, qui dénoue les crises les plus importantes dans notre pays. Je me rappelle encore, je n'étais pas à l'université, mais même à l'université, quand ça ne marchait pas, on envoyait le cardinal Robert Sarah, à l'époque archevêque de Conakry. Mais pourquoi on le faisait? C'est la place qu'il occupait, le respect qui lui était dû, le respect qui lui est d'ailleurs dû, la considération qui lui était due, la considération qui lui est due. Pourquoi on envoie le premier imam de la mosquée, Faisal, se tenant compte du respect, de la considération qu'il incarne au sein de notre société, mais se tenant également compte du poids de la religion sur les Guinéens, que ces personnes-là partent pour poser des doléances. Il ne s'agit pas du président Dadis. Qu'on ne respecte pas, alors si vous voulez condamner le président Dadis, parce que tout simplement il a mis en place un tel comité de médiation, alors, mais prenez le Premier ministre, Lansana Komara, prenez Madame Hadja Sarandalaba, prenez Koutoubou, prenez le grand imam de la mosquée Faisal,
Prenez ces personnes qui constituent ce que nous avons comme crème en ce qui concerne la sagesse. Pourquoi on devrait se moquer d'elles? Pourquoi on ne les a pas écoutées? Pourquoi ces religieux n'ont pas été entendus? Pourtant, ces religieux n'étaient pas des politiciens. Pourtant, ces sages n'ont pas été entendus. Pourtant, ces sages n'étaient pas des politiciens. Pourquoi? Encore une fois, parce que tout était organisé, tout était planifié, tout était coordonné pour faire partir le président Dadis. C'était l'homme qui était détesté pour faire partir le CNDD, pour faire partir le gouvernement et pour faire partir tout ce qui restait d'eux. Sinon, qui peut raisonnablement dire qu'il n'a pas posé d'acte dans ce sens-là? Est-ce que si les leaders politiques, est-ce que si les leaders de la société civile, qu'on n'a même pas vu, avaient écouté ces religieux, avaient écouté la notabilité, avaient écouté ces sages, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? S'ils avaient accepté de surseoir à leur meeting, s'ils ne s'étaient pas laissés berner par leur maître, s'ils ne s'étaient pas enfoncés parce qu'ils avaient un profit personnel, est-ce qu'on serait arrivé là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut valablement reprocher au président Dadis et au-delà de tout doute raisonnable, devant un tribunal criminel par rapport aux actions que je viens de poser, que je viens d'indiquer, qu'il est resté bras croisés et que l'infraction d'abstention délictueuse peut être retenue contre lui? Est-ce que cela est possible? C'est une impossibilité absolue, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Alors qu'on ne dise pas que le président Dadis est resté bras croisés. Il a mis en marche tout ce qui était en son pouvoir pour que ceci n'arrive pas. Que pouvait-il faire d'autre? Quelqu'un a dit que nos efforts soient plus ou moins favorisés. Il faut, quand on quitte la vie, pouvoir se dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». Il a fait ce qu'il pouvait. Si ça devrait reprendre, ce serait compliqué de faire plus. Parce qu'en tant que chef d'État, il est plus haut. Il a des gens sur qui il peut compter. En mettant sur place un comité de médiation, c'était pour que ce comité agisse. En mettant sur place ce comité de médiation, c'était pour que le Premier ministre agisse avec les membres de son gouvernement. En étendant ce comité de médiation à des anciennes ministres, à des anciennes parlementaires respectés dans ce pays, c'était pour qu'on arrive à convaincre toutes les parties. Voilà un homme de dialogue. Voilà un homme de compromis. Le ministre Thibault vous a dit ici, et je vais parler de Thibault tout à l'heure, puisque je vais indiquer ce qu'il a posé sur le plan politique, que le président Dadis est un homme de dialogue. Il est même plus qu'un démocrate. Et qui, pour chaque problème qui lui arrive, il met tout le monde à table. Chacun donne son avis. Et qu'il arrive même qu'il ait des difficultés de décider, parce qu'il a envie que la décision qu'il doit prendre reflète l'avis, la position de chacun des participants. Nous sommes en train de parler d'un militaire. Indiquez-moi un civil aussi démocrate que lui. Indiquez-moi un civil, en tout cas chez nous, en Guinée, pour les chefs d'État qu'on a connus. Indiquez-moi. Indiquez-moi et je vous mets au défi. Je mets le parquet au défi. Je mets les partis civils au défi de mettre un chef d'État qui a été plus démocrate que le président Dadis. Bon Dieu, pourquoi quand c'est lui, c'est pas bien? Sur le plan politique, on est toujours en train de faire les actes qu'il a posés pour démonter avec des faits, avec des choses prouvables, avec des choses vérifiables, ce qu'il a fait. Sur le plan politique, voilà le seul chef d'État au monde qui appelle le président d'un parti politique parce qu'il sait à l'avance qu'il entretient de très bonnes relations avec les partis politiques pris collectivement, mais avec chaque leader politique pris individuellement. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas sa défense qui le dit, ça a été dit ici, dans cette salle. Il prend donc son téléphone. Il appelle un leader politique
Parce qu'il se sait la déterminance en dernière instance. Il sait. Et on vous a dit jusqu'à la veille, il n'était pas sûr. Parce que pour lui, il n'y avait aucun problème entre lui et les partis politiques. Parce que pour lui, il n'y avait aucun problème entre lui et les journalistes. Et le conteste, on va dire, il a appelé la nuit. Mais il travaillait la nuit. Et à ce moment-là, tous ces partis politiques-là étaient à la présidence la nuit. Mais comment peut-on penser qu'il a appelé la nuit et que c'était tard? Alors qu'habituellement, c'est à la même heure que ces gens venaient le voir. Ses portes leur étaient ouvertes. Son salon leur était ouvert. Sa vie était connue. Et ces personnes, il les respectait énormément. Lorsque un chef d'État, je ne parle pas d'un ministre, prend le téléphone pour appeler. Et on vous a défini le seul témoin oculaire. Vous savez, c'est important, Monsieur le Président. La nuit peut durer. Le soleil finit toujours par se lever. La vérité finira par triompher dans cette affaire. On peut vouloir falsifier l'histoire, mais on ne réussira pas. Je n'étais pas là-bas. Le parquet n'était pas là-bas. La partie civile n'était pas là-bas. Le tribunal n'était pas là. La seule personne qui était là, au téléphone de qui on a parlé et qui a été entendu comme témoin acquis au débat, j'insiste là-dessus, témoin acquis au débat. C'est pour ça que lui, quand il fait un faux témoignage, il peut être poursuivi pénalement. Mais il n'a jamais été poursuivi. Ça veut dire qu'il a fait un bon témoignage ici. Et lui, il est acquis au débat. Thibou, qui est un témoin de l'accusation. Ce ministre qui a vécu les faits vient expliquer une chose et nous qui n'étions pas là, on veut modifier. Pourquoi voulez-vous trouver des poux sur du crâne rasé? Je vous l'ai dit depuis le début que dans cette affaire-là, le crâne du président Dadis est rasé. Personne n'y trouvera des poux. Parce que c'est impossible de trouver des poux sur des crânes rasés. Thibou a dit, le ministre Thibou a dit, c'est de l'initiative du président Dadis qui n'appelait jamais avec son propre téléphone parce qu'il ne l'avait pas. Il l'avait toujours à côté. Que j'ai appelé le président de l'UFR. Et l'atmosphère était conviviale. Les deux ont commencé par les civilités. Voilà un chef d'État qui, en s'adressant à des politiques, se comporte comme leur petit frère. Il commence par dire, grand frère, comment ça va? Voilà un chef d'État qui a ce respect-là, parce que c'est humain, c'est inné en lui. Cela est têtu à ce qui le concerne. Il ne changera pas. C'est un peu, Monsieur le Président, comme, je donne cet exemple-là, pour définir vraiment le président Dadis par rapport à cette convivialité, par rapport au fait qu'il restera inchangé dans ce sens-là. Le maître des moines voit un scorpion se noyer, mais il quitte ses élèves. Il va pour le sauver, mais il n'utilise que sa main qui n'était pas protégée. Chaque fois qu'il touche le scorpion le mord. Il est mordu. Et une fois, deux fois, trois fois. Son plus. L'élève qui le remplace, s'il n'est pas là, ben, vient le voir et dit, maître, mais pourquoi vous le faites? Il ne fait que vous mordre, mais laissez-le. Il le regarde, il ne répond pas. Il prend des feuilles, il enroule sa main et il prend, il le sauve. Il tourne pour lui répondre. Il lui dit, la nature du scorpion, c'est de piquer. La nature de l'homme, c'est de sauver. Ce n'est pas parce qu'il me pique que je vais arrêter de le sauver. Il serait devenu plus intelligent que moi. Voilà pourquoi le président Dadis ne changera pas. Parce que sa nature, c'est un homme bien.
Vous lui ferez tout ici, il sortira, il vous saluera poliment. Il vous dira grand frère. Alors, il commence par les civilités. Tout se passe très bien. Dans un premier temps, le téléphone est interrompu. Moi, je crois en la bonne foi. Je ne dirais pas qu'il a interrompu de lui-même. On rappelle encore la même chose. Convivialité. On n'a même pas fini avec la discussion. Le téléphone ne passe plus. Un chef d'État réfléchit encore à une autre alternative en disant il n'est pas peut-être le seul leader politique, je vais appeler les autres. Sachant qu'il travaillait les nuits. Tout le monde ferme. Vous ne trouvez même pas que c'est une insulte contre un chef d'État? Pourquoi nous devons accepter que nos institutions soient rabaissées simplement parce qu'on veut, vaille que vaille, soutenir l'insoutenable? Ce procès a été mal ficelé et le parquet n'obtiendra pas gain de cause parce qu'il ne peut obtenir gain de cause. De manière élégante, le parquet devrait vous dire « j'abandonne toutes les poursuites ». Et de toutes les façons, une possibilité lui est toujours réservée. Et je sais, je suis conscient que dans cette affaire-là, un autre procès des événements du 28 septembre se tiendra un jour avec d'autres acteurs. L'histoire nous dira la vérité. Mais voilà un président qui le fait. Est-ce que sur le plan politique, il n'a pas posé d'acte? Mais on va jusqu'à dire qu'il a menacé ce leader politique-là. On invente parce qu'on n'y était pas. On invente parce que rien n'a été dit ici dans ce sens. Mais qu'est-ce qu'un témoin? Par définition. Mais le témoin, c'est celui-là qui vous fait le récit ou la narration de ce qu'il a entendu ou vu, de ce qu'il a entendu ou fait, relativement aux circonstances de la commission d'une infraction. Le seul témoin oculaire dans cette affaire, c'est monsieur le ministre Thibault. Si le parquet ne fait pas confiance tant au ministre Thibault, pourquoi n'a-t-il pas indiqué ici que Thibault a fait un témoignage? Et mais pourquoi, en dehors des propos de Toumba, on va chercher d'autres propos? Pourquoi extrapoler? Le droit pénal ne s'extrapole pas. Le droit pénal n'est pas une analogie. Le droit pénal, c'est un droit de certitude. Le droit pénal, ce n'est pas un droit d'approximation. Le droit pénal, c'est plus la mathématique du droit. Parce que le droit lui-même est la mathématique des sciences sociales. Évitons de creuser où on ne peut trouver rien. À force de le faire, on finit par rabaisser la République. Parce que nous parlons d'un chef d'État. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous entretiendrai aujourd'hui, je vous entretiendrai demain. Il ne s'agit pas d'un accusé comme n'importe qui. On me dira là-bas que c'est un accusé. Oui, c'est un accusé. Mais moi j'ajoute, pas n'importe qui, puisque nous ne raisonnons pas de la même manière. Alors, qui peut ici dire avec certitude, puisque c'est ce qui doit être démontré devant vous, pas avec une approximation, que Thibault n'a pas dit la vérité? De toutes les façons, c'est même à qui qu'il a dit la vérité. Parce que s'il n'avait pas dit la vérité, on aurait décidé qu'il soit poursuivi étant un témoin acquis au débat. C'est pour ça qu'il a prêté serment. C'est pour ça qu'il a prêté serment. Il a prêté serment. Le ministre Thibault Camara a prêté serment par devant ce tribunal ici avant de déposer. Et il lui a été rappelé ses obligations. Outre l'obligation de comparaître, de déposer, il lui a été rappelé l'obligation d'être sincère. Et la sincérité, là, il l'a démontré ici. Il a même indiqué que n'étant pas en politique, on ne peut pas comprendre la politique. Et là, en s'adressant à un des parquetiers. Mais ça se comprenait. Ça se comprenait qu'on ne sache pas le monde, ça se comprend qu'on ne sache pas le monde politique. Mais lorsqu'un chef d'État, de manière libre, délibérée, décide, il veut tout simplement faire comprendre, si vous n'avez pas écouté mon ministre, si vous n'avez pas écouté la notabilité, si vous n'avez pas écouté les religieux,
je reste quand même le dernier rempart. Je suis la déterminance en dernière instance. Je suis la plus haute autorité. Moi, je me mets à votre disposition. Et c'est pour ça que j'appelle. Mais on ferme